Créé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, le studio Ghibli, nommé ainsi en l'hommage d'un avion éclaireur italien, est chargé d'éclairer l'avenir de l'animation japonaise. Le studio propose des œuvres incroyables aux thématiques fortes et poétiques, le tout enveloppé d'une musique envoûtante. Un Ghibli, c'est la promesse de se poser devant une œuvre dépaysante, peuplée de personnages attachants et humains. Les événements narrés sont à la fois beaux et tragiques, et parfois, même souvent, ils arrivent à nous tirer une petite larme. À bientôt 80 ans, Hayao Miyazaki est le maître incontesté de l'animation japonaise. Sa sensibilité et son style ont fondé l'image du studio, mais le maître est vieillissant. Alors quand le studio annonce le premier film de Hiromasa Yonebayashi, la relève supposée de Hayao Miyazaki, avec Cécile Corbel, notre bretonne nationale à la composition musicale, autant dire que le film était attendu, très attendu. Sorti en 2010, Arrietty et le petit monde des chapardeurs, ou en VO un nom bien trop compliqué à prononcer, est le premier film de Hiromasa Yonebayashi, la relève supposée donc de Hayao Miyazaki. Mais ça c'était en 2010, parce que depuis la sortie de son deuxième film dans les studios Ghibli intitulé Les Souvenirs de Marnie, Hiromasa a préféré partir du studio Ghibli et rejoindre le studio Ponok, un studio fondé par d'anciens membres du studio Ghibli, et ce n'est qu'en 2018 qu'il sort Héros Modeste, un triptyque de courts-métrages disponible sur Netflix. D'ailleurs, le premier court-métrage ressemble très fortement à une suite spirituelle d'Arrietty. Pour la relève, c'est pas vraiment gagné. Arrietty, c'est surtout l'adaptation d'une saga de livres fantastiques écrite par Mary Norton et publiée en 1952. 1952, c'est également l'année du couronnement d'Élisabeth II. Ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de le préciser. L'auteur nous raconte tout simplement l'histoire de petits chapardeurs qui font du chapardage nocturne dans la maison des humains qui vivent juste au-dessus d'eux. Pour eux, le chapardage n'est pas considéré comme du vol, mais plutôt comme un juste rééquilibrage du partage des ressources naturelles que les humains dilapident égoïstement. L'arrivée inattendue d'un jeune garçon dans cette maison calme de campagne vient chambouler le quotidien discret de cette mini-famille. L'histoire débute avec une voix off, la voix de Choru, qui nous dit « Jamais je n'oublierai l'été de cette année-là. J'étais allé passer une semaine dans la vieille maison où ma mère avait grandi. » On appelle ce procédé un flash-forward, un procédé largement utilisé, que ce soit dans les romans ou au cinéma, et qui nous permet tout simplement une projection en avant dans l'histoire, donc dans l'avenir de l'histoire qui va nous être racontée. L'exemple le plus connu de flash-forward est bien sûr dans Gladiator. Cette technique permet au lecteur ou au spectateur de se demander ce qui a bien pu se passer cet été-là. C'est un peu une sorte de générateur à suspense, un peu artificiel, mais au moins c'est simple et efficace. Nous savons donc en une phrase assez courte où le récit va se dérouler, dans la maison de campagne, et quand, en été. Où et quand, ces deux éléments ne sont pas choisis au hasard. L'été annonce du soleil et des couleurs chaudes. Et la maison de campagne, elle, promet un isolement, un retour à la nature, mais aussi un retour à des valeurs plus fondamentales, comme la famille. On comprend assez vite que le jeune Choru est d'abord là pour se reposer, une cure au soleil. La caractérisation du personnage Choru s'effectue en quelques étapes. Choru est un personnage calme, posé, très contemplatif et surtout introverti. L'on peut même sentir toute la solitude qui pèse sur ses épaules. Le début d'une histoire sert généralement à poser les bases. Qui est qui fait quoi, mais surtout à nous donner quelques indices. Choru arrive donc chez sa tante. Les couleurs sont magnifiques, il fait chaud, même si le jardin manque un petit peu d'entretien. Une voiture bloque le passage. C'est celle de la servante, qui apparemment n'écoute jamais quand on lui dit quelque chose. Avant même d'apparaître à l'écran, nous savons que la servante est un élément perturbateur. Cette voiture qui bloque le passage est un implant pour nous annoncer que cette servante va potentiellement causer de nouveaux problèmes dans l'histoire. Et dès son arrivée, Choru aperçoit Arrietty courir dans les hautes herbes du jardin mal entretenu. Il n'en parle pas, bien qu'il soit surpris. Il pense sûrement que ce n'est qu'une hallucination. C'est une transition, un moyen simple et efficace pour le réalisateur de mettre le focus sur Arrietty et non plus sur Choru, afin de nous exposer le monde ordinaire d'Arrietty. Déjà, Arrietty court, et avec le sourire. C'est important car cela nous dit d'elle qu'elle est une fille enjouée. Elle sourit, même quand le chat manque de la griffer,
Elle se retourne même pour le saluer et s'excuser auprès de lui. Une nouvelle fois, le caractère du personnage est posé très rapidement. L'on devine qu'elle est une fille qui voit la vie du bon côté, totalement à l'opposé de Shōru. Et on ne le répétera jamais assez, mais créer des oppositions est le meilleur moyen d'inventer des situations et dialogues réellement intéressants. Il est toujours plus intéressant de voir deux personnages débattre ou être en conflit sur un sujet, plutôt que de se mettre d'accord dès la première ligne. L'importance des femmes dans les studios Ghibli n'est pas un secret. Le studio Ghibli inventait déjà des femmes fortes et intelligentes avant même que le studio Disney ne se trouve une conscience. Arrietty était donc sortie récolter quelques feuilles aromatiques. Sortie puisqu'elle rêve secrètement de liberté, elle qui doit vivre cachée sous les fondations de la maison. Arrietty est également très généreuse. Elle a pris énormément de risques pour offrir un cadeau à sa mère, une personne très anxieuse, encore une personnalité opposée, dont c'est bientôt l'anniversaire. Encore une fois, l'histoire ne démarre pas à ce moment précis par pur hasard. Il a fallu que Shōru arrive précisément le jour de l'anniversaire de sa mère pour qu'il puisse surprendre Arrietty courir dans le jardin. Que ce soit pour Shōru ou pour Arrietty, ce premier jour est une date importante. Omili, la mère d'Arrietty, ne veut pas que sa fille accompagne son père, Pod, pour ses missions de chapardage nocturne. Maman, je risque rien, c'est juste un enfant. Papa, tu sais que j'attends ce moment avec impatience. T'as pas le droit de me faire ça. Cette opposition avec le comportement de sa fille s'illustre à travers sa passion pour les faux paysages. Au fond de son cœur, Omili partage un point commun avec sa fille. Elle voudrait sortir, elle voudrait voyager. Elle voudrait voir la mer un jour. Mais elle a bien trop peur. Non, moi ils me plaisent tous ces dessins. J'ai toujours rêvé de voir la mer un jour, alors en attendant je me contente de dessins. Si le refus de l'aventure n'est pas directement exprimé par le héros lui-même, il l'est en tout cas par un personnage extérieur. Ici, la mère d'Arrietty, Omili. Omili met en garde Arrietty contre ses rêves, elle l'empêche d'évoluer en lui annonçant tous les dangers qui l'attendent à l'extérieur. Le héros, au début d'une histoire, a toujours une compréhension assez limitée de son environnement et des enjeux. Arrietty veut quand même y aller. Elle comprend que ce nouveau monde est dangereux, mais elle ne se doute pas à quel point, et ce malgré les avertissements de son père et de sa mère. Elle ne renonce pas du tout à l'aventure, elle ne refuse pas cet appel. Bien au contraire, elle est volontaire, elle ne demande que ça, sortir pour accompagner son père. Il n'en est pas question, c'est beaucoup trop dangereux. Les enfants des humains peuvent être plus cruels que leurs aînés. Tout ira bien. Il accepte donc que sa fille l'accompagne pour le chapardage de cette nuit. En tant que mentor, et je vous renvoie vers la première vidéo des DG Tips pour en apprendre plus sur cet archétype, Pod est celui qui apporte les nouvelles du monde extérieur. Il est également chargé d'apprendre tout ce qu'il sait à Arrietty, mais aussi à lui apprendre comment éviter les dangers. Regarde bien là en bas. Quoi? Ce sont des rats. Évite de t'en approcher, ce sont de sales bestioles. Il y a certains risques qu'il est préférable de ne jamais prendre. Pod est un mentor-inventeur. C'est lui qui a fabriqué toutes sortes d'outils et de mécanismes pour pouvoir traverser en toute sécurité le monde des humains. D'ailleurs, cela semble beaucoup amuser sa fille Arrietty, qui semble très à l'aise vis-à-vis du danger. Papa, je m'amuse comme une folle. Son premier chapardage semble se dérouler sous de beaux auspices. Son père est là, il veille au grain. Et en plus, Arrietty trouve son premier objet, une aiguille. Bravo ma fille, c'est ton premier chapardage. Ceci est encore un implant. Nous pouvons être sûrs et certains que cette aiguille sera utilisée de manière utile à un moment précis dans l'histoire. Souvenez-vous, Pod a bien annoncé que le pire qui puisse arriver serait qu'Arrietty et lui se fassent repérer par un humain. Alors forcément, ce qui devait arriver de pire arriva. Arrietty se fait repérer par Shōru lorsqu'elle fait tomber un morceau de sucre sur le sol. Shōru tente de parler avec elle, mais Arrietty reste muette et s'éclipse lentement, abandonnant ainsi le morceau de sucre. La rencontre entre Shōru et Arrietty marque une vraie transition.
Le monde était jusque-là beau et tranquille, mais à partir de maintenant, tout sera différent. D'ailleurs, la compréhension d'Arietti face aux problèmes, face aux enjeux, s'étend davantage. Elle comprend que s'ils déménagent, ils vont risquer la mort. L'été était beau et chaleureux, mais maintenant il pleut. C'est le moment idéal pour observer les points communs que nous avons entre Shorou et Arietti. Ils sont solitaires, ils sont curieux tous les deux, ils aiment tous les deux écouter le bruit de la pluie qui tombe, et tous les deux, ils aggravent la situation en voulant faire le bien. Petite règle universelle. Une interdiction, clairement énoncée par un personnage, tel que le mentor, sera systématiquement transgressée par le héros. Si Pod interdit à sa fille Arietti d'approcher un humain, vous pouvez être sûr et certain qu'Arietti va approcher d'elle-même un humain à un moment ou à un autre dans le récit. Comme cette règle est assez connue, les auteurs ont tendance à multiplier les interdits pour que le spectateur ou le lecteur ne devine pas immédiatement quel est l'interdit qui est destiné à être transgressé. Shorou dépose un carré de sucre devant la grille d'aération. Cela signifie symboliquement qu'il est prêt à écouter, et Arietti décide d'aller lui parler, cela pour empêcher le déménagement de sa famille. Elle brave donc l'interdit posé par son père. Quant à Shorou, il envie un peu la relation privilégiée que Arietti a avec ses parents. Lui, il n'a pas vraiment de famille, et alors qu'il est malade, alité dans la maison de campagne, sa mère est beaucoup trop occupée à travailler pour venir s'occuper de lui. Quant à son père, on ne sait pas vraiment où il est. Si, bien sûr, j'ai une famille. J'ai un père que je ne vois presque jamais à cause de son travail et ma mère est si occupée qu'elle n'est pas très souvent à la maison. C'est alors qu'un corbeau prend en chasse Arietti. Shorou lui sauve la vie in extremis en l'emmenant à l'intérieur de sa chambre. Quand soudain, Haru, cette femme qui n'écoute jamais et qui se gare n'importe comment, décide de faire son entrée. Regardez comment la narration est très efficace ici. Tout est dans le regard, dans la lenteur avec laquelle Haru referme lentement la porte de la chambre, comme si elle souhaitait l'enfermer définitivement, comme si elle voulait le contrôler. En sortant de la chambre, Haru pose un nouvel enjeu, celui d'appeler des dératiseurs. Après le départ d'Arietti, Shorou reçoit la visite bienveillante de sa tante qui lui parle un peu plus du passé de son grand-père. Son grand-père a jadis construit une maison de poupées qu'il souhaitait offrir à une famille de petites gens qu'il soupçonnait de vivre dans sa maison. Shorou, qui sait très bien que son grand-père n'était pas fou, vient de se trouver un but, terminer ce que son grand-père avait entrepris en aidant la famille de chapardeurs à avoir une meilleure vie et surtout à ne plus être forcé de chaparder pour survivre. Après un début assez long, ce qui n'est pas vraiment pour me déplaire puisque j'adore les débuts qui prennent le temps de poser les bases, les personnages, l'ambiance et l'univers, nous entrons dans l'acte 2, la seconde partie de l'histoire. Celle-ci commence avec le retour de Pod, parti en éclaireur chercher un nouvel habitat pour sa famille. Il est blessé et il a été ramené chez lui grâce à l'aide inattendue d'un chapardeur inconnu. Spiller, un chapardeur sauvage qui semble vivre seul. Encore un solitaire, comme Shorou et Arietti. Lui, il semble être très à l'aise avec les dangers du monde extérieur. Il n'a pas peur, il connaît les règles de ce monde par cœur, et surtout, il connaît les meilleurs endroits où la famille d'Arietti pourrait s'installer. Histoire de précipiter un peu les choses et de faire peur à tout le monde, Shorou débarque et dépose une nouvelle cuisine à l'endroit même où se trouvait l'ancienne, et où Omili se trouvait encore. Shorou veut aider, mais en faisant cela, il provoque encore plus de dégâts. Ses actions incitent encore plus au départ des chapardeurs de la maison, en plus d'éveiller des soupçons chez Haru. Folle de rage, Arietti retourne une seconde fois parler à Shorou, lui expliquer qu'à cause de lui, ils vont réellement devoir déménager. Ce n'est plus seulement une hypothèse, ils vont partir et très bientôt. À cause de leurs actes respectifs, ce qui pouvait arriver de pire se concrétise un peu plus. C'est alors que Shorou lui explique sa vision du monde et lâche cette phrase atroce. C'est une critique de l'envahissement de l'homme sur la nature et de la disparition d'espèces que nous n'avons même pas le temps de découvrir, cela à cause de la surconsommation de masse. En voulant aider Arietti, sous-entendu en voulant aider la nature, Shorou précipite en réalité sa chute.
Il faut laisser la nature tranquille et la laisser se régénérer seule. Elle n'a pas besoin que nous l'y aidions, elle a seulement besoin que nous nous effacions. Le thème et la prémisse d'Arietti sont là, clairement exposés dans cette phrase. Et si vous voulez en savoir plus sur le thème et la prémisse, je vous invite à regarder cette vidéo. En réalité, Shorou veut aider Arietti parce qu'il est incapable de s'aider lui-même. Je suis malade depuis tout petit, je n'ai jamais pu faire grand-chose de ma vie. Alors dès le moment où je t'ai vu, je me suis senti prêt à faire n'importe quoi pour te protéger. Mais je me rends compte que c'est impossible. J'aurais tant aimé pouvoir t'aider. Il n'a aucune emprise sur sa maladie. Il se sait condamné. Ces mots si terribles s'adressent aussi bien à l'espèce d'Arietti et à l'espèce des chapardeurs qu'à l'espèce humaine. Il y a toute une vie insoupçonnée autour de nous, dans notre jardin, sur notre balcon, et si nous n'y prenons pas garde, nous pourrons tout aussi bien disparaître. Nous arrivons enfin au moment où l'histoire prend un tournant tragique. La mère d'Arietti est soudainement enlevée par Haru, car elle a su où trouver l'endroit pour accéder à la maison des petites gens, à cause de Shorou lorsqu'il a déposé la nouvelle cuisine. Haru emprisonne la mère d'Arietti dans un bocal. Symboliquement, cela signifie que l'homme n'est capable d'apprécier la beauté de la nature qu'à travers un bocal, ou à travers des barreaux. L'homme ne prend conscience de l'existence d'une chose que lorsqu'il peut mettre la main dessus et l'exposer comme un objet de collection. Comme en écho à une scène précédente, Arietti et Shorou se retrouvent réellement enfermés dans la chambre. Ils bravent alors le vide et coopèrent pour pénétrer dans la chambre voisine. Shorou fait preuve d'un très grand sacrifice personnel. Il se met à courir, malgré sa faiblesse au cœur, malgré sa maladie. Il court comme Arietti court. Il sait qu'il peut flancher à tout moment, mais il continue, il persévère, car il sait que c'est le seul moyen de réparer ses torts. Ils descendent jusqu'à la cuisine, le territoire d'Haru, le lieu considéré comme étant le plus dangereux de cette histoire. Shorou fait diversion pour permettre à Arietti de libérer sa mère du bocal grâce à l'aiguille trouvée dans l'acte 1. Shorou comprend enfin que ses actions étaient néfastes, mais il comprend également qu'il lui reste une chance de survivre à sa maladie, tout comme Arietti a une chance de survivre au monde extérieur et de rencontrer d'autres chapardeurs. Le personnage de Spiller incarne cet espoir. Shorou trouve en Arietti une amie sincère, et grâce à toutes ces épreuves, à cette aventure, tous ses problèmes intérieurs sont réglés. Il veut se battre pour survivre, et il noue une certaine complicité avec sa tante. Ce faisant, il retrouve une famille. Et comme dans la plupart des histoires japonaises, le méchant de l'histoire, Haru, ne meurt pas. Haru est simplement punie pour son comportement. Elle est humiliée, prise pour une vieille folle, mais cela n'ira pas plus loin. Ce n'est pas la seule particularité des histoires japonaises. Lorsque l'on annonce que la famille d'Arietti risque de déménager, il s'agit de la chose la plus terrible pour ces petites gens. Et dans l'histoire du Japon, le plus terrible finit toujours par arriver. On ne peut pas l'éviter. C'est la raison pour laquelle ces méchants des histoires japonaises ne sont pas tués. Ils ont le droit à une seconde chance, ils ont le droit de prouver qu'ils peuvent être de meilleures personnes, ils ont le droit de prouver qu'ils peuvent être de véritables alliés, ils ont tout simplement aussi le droit de vivre. Alors, le pire est arrivé pour la famille d'Arietti. Ils ont dû déménager. Mais ils sont guidés par Spiller qui incarne l'espoir. Arietti est souriante, sereine. Elle part retrouver une dernière fois Shorou, qui lui en profite pour lui donner un morceau de sucre, symbole de leur amitié. Arietti, tu feras désormais partie de mon cœur pour toujours. Jamais je ne t'oublierai. Non, jamais. C'est une nouvelle aventure qui attend Arietti.
Et même si le changement peut faire peur, même s'il peut être douloureux, il est au final bénéfique pour tout le monde. Arrietty parvient-elle à survivre et à trouver d'autres chapardeurs? Il faudra lire les romans pour le savoir. Car même si Hayao Miyazaki s'est principalement intéressé au premier tome pour construire le scénario du film, il a également pioché quelques idées dans les tomes 2 et 3. Quant à Shōru, nous savons déjà que son opération a été un succès, puisque c'est son lui du futur qui nous raconte ce qui s'est passé cet été-là. En tout cas, c'est ce en quoi j'ai envie de croire. Le film a reçu un très bon accueil au Japon. Il a été premier au box-office pendant une semaine avec plus de 7,5 millions de ventes. Certes, Arrietty laisse un petit goût d'inachevé. Après tout, la saga littéraire s'étale sur plusieurs tomes. Mais l'essentiel a été traité. L'harmonie règne enfin dans cette petite maison de campagne. Il n'y a plus de chapardeur qui vient troubler la tranquillité de la nuit. Le chat a changé radicalement de comportement, Haru est redevenue gentille, et Shōru a su trouver la paix intérieure. Beaucoup jugeront l'histoire plutôt basique, sans grands rebondissements ni grands enjeux, mais l'on sous-estime trop souvent le pouvoir de la simplicité.